Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chers auditeurs, bonsoir chères auditrices. Bienvenue en ce 26 mars 2023 sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. C'est un énorme plaisir que vous nous offrez à pouvoir partager le peu que nous savons, mais comme d'habitude, nous nous mettons dans la disposition d'apprendre plus. Je dis merci à tous. L'émission de ce jour va consacrer quelqu'un qui se nomme Blé Goudé Charles. Et vous voyez que dans nos habitudes, on n'aime pas trop parler de lui, parce que son passé peu reluisant n'est pas un modèle dans notre société. Ben, il arrive des moments dans l'histoire des peuples où il est important de s'arrêter et de faire un bilan. L'homme, selon sa dernière sortie dans une conférence de presse, voudrait devenir demain celui qui va diriger la Côte d'Ivoire. Et pour nous autres Ivoiriens, ça nous pose un problème fondamental de nous demander, l'homme en a-t-il les compétences? A-t-il le background historique et peut-il inspirer confiance? Voilà toute la quintessence de notre question. Et face à ces questions, vous trouverez certainement plusieurs spéculations, ce qui est totalement normal. Ben, je tiens, avant que nous puissions aller plus loin, dire à ceux qui pensent ou qui penseraient que nous sommes en train de remuer le couteau dans la plaie pour réveiller les vieux démons du passé, telle n'est pas notre posture. Quelqu'un qui veut être le leader d'une nation, on doit vérifier son passé pour pouvoir savoir si on a affaire à la bonne personne. Et donc, partant de ce postulat, il est impératif qu'on puisse présenter qu'est-ce que l'homme a été de par le passé et qu'est-ce qu'il peut véritablement inspirer en termes de confiance aujourd'hui. Parce que cela engage même l'avenir de notre pays. Et on peut sembler jouer avec la question, mais il ne faut pas jouer avec l'avenir d'un peuple. On peut jouer avec la vie d'une personne en tant que singleton, mais il ne faut pas jouer avec la vie de 28 millions d'Ivoiriens. La Côte d'Ivoire mérite mieux et la Côte d'Ivoire mériterait mieux que cela. Et donc, notre posture s'inscrit dans une démarche historique, mais surtout d'avertissement, parce que nul ne maîtrise l'avenir, pour que, après présentation des éléments que nous aurions à faire passer aujourd'hui, les uns et les autres librement se fassent leur idée et sachent en tout état de conscience prendre les décisions qui leur reviendraient pour qu'ils sachent que selon le choix qu'ils auront fait, ils vont engager le pays soit vers le chemin de la prospérité ou soit dans les désastres. Et c'est très important. Et donc avant de commencer cette série, comme vous pouvez voir à travers le titre, il faut d'abord présenter qui est Charles Blé Goudé. C'est vraiment très important. Et pour moi, quand l'homme lui-même se présente, il n'y a pas une preuve qui puisse aller au-delà de ce facteur-là. Et c'est pourquoi vous verrez une série de 6 vidéos, ou 7 vidéos pratiquement, où on retrace le passé de l'homme de 1999 jusqu'en 2010-2011 à la perte du pouvoir. Et vous aurez vu que je vous ai épargné dans les vidéos des séances macabres, mortifères, où entre 2000 et 2010, les morts que le régime de Laurent Gbagbo a causés, avec surtout la bénédiction de Blé Goudé et sa participation active, on vous a privé de cela parce que les rapports de l'ONU et plusieurs rapports de plusieurs organisations de droits humains font déjà étalage de cela. Et donc nous sommes partis sur des principes simples qui sont des vidéos qui existent dans le domaine public. Et donc j'ai déjà mis les liens. On va jouer les vidéos les unes après les autres. Et sommairement, je vais donner les explications de façon temporelle dans le temps afin que les gens puissent se situer et comprendre d'où nous venons et où nous devrions aller. Et donc la première vidéo, c'est la réaction de Blé Goudé lorsqu'il y a eu le coup d'État de 1999. On écoute ici sa réaction. Beaucoup pourraient se demander pourquoi la FESI jubile à l'issue d'un coup d'État. Il y a des violences dites des violences rédemptrices. Et je pense que c'est le cas actuellement. Beaucoup pourraient se demander pourquoi la FESI jubile à l'issue d'un coup d'État.
il y a des violences dites des violences rédemptrices. Et je pense que c'est le cas actuellement. Beaucoup pourraient se demander pourquoi la FECI jubile à l'issue d'un coup d'État. Il y a des violences dites des violences rédemptrices. Et je pense que c'est le cas actuellement. Et donc, vous aurez entendu l'homme parler au nom de la FECI. Et c'est là que vous allez comprendre tous les liens, si vous suivez correctement. Et que eux étaient tellement heureux de ce coup d'État-là, qu'ils ont salué ce coup d'État contre M. Bédié comme étant un coup d'État salutaire. Mais aujourd'hui, à la lumière, on pourrait se demander pourquoi ils saluent ce coup d'État-là en tant qu'une situation salutaire. Il faut aussi le dire, nous aussi avions salué ce coup d'État-là. Mais est-ce que les objectifs étaient les mêmes? Et Blé Goudé nous donne ici les objectifs qui l'ont en tout cas amené, pour ma part, si je le crois bien, à trouver que le coup d'État de 1999 contre M. Bédié fut salutaire. Voilà l'une des raisons tout au moins qu'il donne ici dans cette vidéo. Et c'est là que je voudrais vous rappeler que le PDCI RDA, car c'est de lui qu'il s'agit, parce que le RDA, l'UDPCI, tout cela, c'est les appendices du PDCI RDA. Le PDCI RDA n'a jamais voulu d'une commission électorale indépendante dans ce pays. Et donc, vous aurez compris que, en tout cas, tout au moins, l'une des explications qu'il donnait du fait qu'eux aient jubilé du coup d'État de monsieur contre M. Henri Konan Bédié, c'est le fait qu'Henri Konan Bédié n'ait jamais voulu qu'il y ait une commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire. Et donc, on va continuer. C'est donc à la suite de ce coup d'État-là, on a déjà fait d'autres vidéos ici, où Laurent Gbagbo même va comparer le coup d'État à la révolution des Oyeurs et dire que cette violence-là permet souvent au pays d'évoluer. Et donc, c'est à la suite de ces événements malheureux que Laurent Gbagbo, en octobre 2000, va prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire dans des conditions que lui-même, Laurent Gbagbo, va définir comme étant des conditions calamiteuses, des conditions de désordre. Mais en réalité, c'était un coup d'État planifié que Laurent Gbagbo va utiliser pour pouvoir prendre le pouvoir. Parce que incapable de reprendre les élections, ni avec Robert Gueye, il va prendre les moyens de l'État et les utiliser contre les opposants qui ont aussi aidé à chasser Gueye. Il va demander à d'autres parties de l'armée, et là, je vous ramène au propos du colonel Ouattara Oulata, qui dit que c'est eux qui ont été la branche militaire armée pour installer Laurent Gbagbo au pouvoir. Et ça, tout le monde le sait. Et les vidéos sont là. Et ce que je dis, c'est une démarche intellectuelle, historique. Je souhaiterais que les intellectuels puissent découvrir les failles de ce que je dis et surtout venir en présence ici, les présenter au grand jour. Et donc, Laurent Gbagbo, en vérité, n'a jamais gagné d'élection en Côte d'Ivoire. Et comme je le disais, avec le soutien des moyens de la violence à travers l'armée, mais surtout aussi à travers des personnes comme Blé Goudé, qui va créer le mouvement des jeunes patriotes, il va gérer entre 2000 jusqu'à avril 2011 la Côte d'Ivoire dans un environnement de violence, de terreur. On verra la naissance des escadrons de la mort. On verra les mercenaires de tout acabit piluler dans la Côte d'Ivoire. On va assister à toute forme de crime auquel on n'avait jamais eu accès. Ça, c'est grâce à Laurent Gbagbo et au soutien de Blé Goudé qu'on aura malheureusement accès à de telles situations en Côte d'Ivoire. Et donc, Blé Goudé ne va même pas se gêner à partir de 2010, sentant déjà la fin du pouvoir Gbagbo venir, à faire la demande que les jeunes gens s'enrôlent dans l'armée. Mais bien avant ça, en 2004, sachez que le même Blé Goudé va lancer un appel pour demander à ces mêmes jeunes patriotes de se déverser sur le camp français afin, nous dit-on, de pouvoir libérer la Côte d'Ivoire de je ne sais quoi. Et là, plusieurs de leurs propres partisans vont passer de vie à trépas et l'homme ne présentera jamais, néanmoins, ne serait-ce qu'un signe de regret. Et comme le dit son mentor Laurent Gbagbo, 1000 morts à gauche, 1000 morts à droite,
Ce n'est pas le nombre de morts qui les intéresse, c'est leurs ambitions personnelles qui les intéressent. Et donc, on écoute ici les différentes étapes par lesquelles ils ont pu conditionner, manipuler la jeunesse ivoirienne entre 2000 et 2010, jusqu'à pratiquement la fin de leur pouvoir, pour créer un environnement total de chaos et de désordre en Côte d'Ivoire. Surtout que Blé Goudé même était l'élément central moteur qui faisait le rôle même de la machine à faire tourner cette dynamique de la violence. Et donc on écoute, et vous pouvez à travers les liens aussi regarder les vidéos. Par souci d'honnêteté intellectuelle, j'ai mis les liens pour que vous puissiez vérifier. Alors, on l'a vu dans le reportage tout à l'heure, plus de 20 000 personnes, des jeunes, des moins jeunes, des femmes. On peut dire que votre appel a été suivi, satisfait? Oui, madame. Avant même de parler de notre appel qui a été suivi, voyez-vous, ce matin au petit réveil, vous avez lu les journaux. Le RHDP qui demandait aux jeunes de ne pas répondre à l'appel de Charles Blé Goudé. Et puis vous voyez, ceux qui suivent cette crise doivent comprendre que les jeunes Ivoiriens ne se retrouvent pas en ceux-là. Et puis préciser que ce n'est pas l'appel de Charles Blé Goudé, c'est l'appel de la patrie, c'est l'appel de la Côte d'Ivoire. Je voudrais féliciter ces jeunes et cette mobilisation est sans pareil. Et je voudrais tout de suite les féliciter et dire que l'appel de la patrie a été entendu. Alors, et c'est bien pour la Côte d'Ivoire. Vu le grand nombre, on suppose que tout le monde n'a pas pu se faire enrôler aujourd'hui. Quelle est la situation pour ceux-là? Et puis, que peut-on dire pour ceux de l'intérieur qui souhaitent aussi répondre à cet appel? Bien entendu, madame, nous sommes sur ce plateau pour dire aux jeunes que ce matin, c'était le lancement. Le lancement de l'opération d'enrôlement. Et par ce grand nombre, ils viennent de dire qu'ils sont déterminés. Ils sont déterminés à libérer la Côte d'Ivoire. Ils sont déterminés à refuser que l'on leur distribue des fusils dans les quartiers comme des petits voyous, comme des petits criminels. Mais que l'arme s'utilise dans la légalité. Et l'entité qui confère cette légalité-là, c'est l'armée de Côte d'Ivoire. Pour cela, nous voulons faciliter la tâche à nos camarades. Parce qu'en même temps qu'ils suivaient les quartiers, ils doivent se déplacer pour venir à l'état-major. Il faut payer le transport. Nous avons donc concocté un petit plan pour eux. Parce que nous les aimons. Alors, ils vont rester chez eux. Nous avons décentralisé l'opération. Alors, pour tous ceux qui sont en Yopougon, demain matin, ils peuvent se rendre au complexe Jesse Garçon de Yopougon pour se faire enrôler. Il y aura des équipes là-bas. Ils peuvent se rendre au stade de la BAE à Yopougon. Ils savent de quoi je parle. Ils peuvent se rendre au terrain Silla de Niango Nord pour se faire enrôler. C'est pour ceux qui sont à Yopougon. Donc 3 sites pour Yopougon. Ceux qui sont à Makori peuvent se rendre au foyer des jeunes de Makori dès demain. Ceux qui sont toujours à Makori peuvent se rendre au stade de la Sojefia, Kona Raphaël. Ceux qui sont à Port-Bouy peuvent se rendre à la place Laurent Gbagbo dès demain. Et puis ils peuvent se rendre à la place Seni Fofana de Port-Bouy. Ceux qui sont à Koumassi peuvent se rendre au stade de la Sojefia à Koumassi et à la salle de fête de Sikoji 1 à Koumassi. Ceux qui sont à Cocody peuvent se rendre à l'hôtel communal de Cocody dès demain. Ils peuvent se rendre au club municipal de 2 plateaux à Cocody. Ils peuvent se rendre au stade de la Sojefia ici pour se faire enrôler. Je souhaite que cela se passe dans la discipline. Ce n'est pas une opération qui aura lieu en 1 heure ou en 1 jour. Alors, sur plusieurs jours. Pour ceux de l'intérieur du pays, le téléphone ne fait que crépiter. Les gens s'organisent pour prendre des cars, des Dembokoro, des Yamoussoukro, des Ganois. Nous leur demandons de rester chez eux. D'ici 48 heures, nous allons leur apporter des éclairages, leur donner les consignes. Et je pense qu'ils restent là-bas. Et ils verront d'ici peu comment nous allons nous organiser pour que l'opération puisse s'étendre à eux. Parce que c'est pas parce qu'on est à Abidjan qu'on est plus patriote que celui qui est à l'intérieur du pays. Voilà ce que je voulais dire sur cette opération-là. L'opération donc continue. Il a jusqu'au 1er janvier pour prendre ses bagages et puis aller à Boaké. Pourquoi chaque fois qu'il y a une élection ou un problème dans un pays africain, le président français se croit obligé de jouer des donneurs de leçons? Dites-lui que nos grands-parents ont été ses enfants
Mais nous, là, nous ne sommes pas ces enfants. Chers amis de la communauté internationale, je vous le dis et je vous le répète ici. Pour vous, Alassane est quelqu'un, mais en Côte d'Ivoire, ici, il n'est. En Côte d'Ivoire, ici, il n'est. Ici, là, il n'est rien. Après le 1er janvier, je vais demander à tous les jeunes de Côte d'Ivoire, les mains nues, d'envahir le Golf Hotel et de faire en sorte que ceux qui y sont et qui ont les fusils puissent quitter cet hôtel-là, parce que nous voulons la paix en Côte d'Ivoire. Et après les événements violents de ces 10 derniers jours, le calme est revenu à Abidjan, mais l'ONU menace toujours de sanctions des personnalités proches de Laurent Gbagbo. Les jeunes patriotes, ses principaux soutiens, ceux qui justement ont tenté d'investir un camp de l'ONU il y a 10 jours, restent prêts à s'enflammer à la moindre étincelle. Jean-Marc Pitt, Xavier Deperte. Le maréchal Djoué a quitté Paris, sa femme, ses 2 enfants et ses études d'avocat pour venir soutenir le président Gbagbo au sein du mouvement des jeunes patriotes. Son surnom martial, il le doit certainement au ton virulent qu'il s'est employé pour brandir ses menaces. Je vous le dis, si l'ONU fait l'erreur de prendre une toute petite sanction, et ce qui s'est passé est tout petit par rapport à ce qui va se passer. Ces derniers jours, Maréchal Djoué a parcouru le pays pour expliquer sa stratégie à ses partisans. Certains ont en effet bien du mal à comprendre pourquoi il les a une nouvelle fois entraînés dans l'aventure des émeutes la semaine dernière, pour les rappeler au bout de quelques jours. Difficile de leur expliquer que la mobilisation anti-française et anti-ONU a été bien moins importante cette fois-ci et qu'il est dangereux de laisser apparaître un essoufflement du mouvement. Mais il y a plus préoccupant encore pour le maréchal. Dans certaines zones d'Abidjan, les jeunes patriotes ont cette fois rencontré une forte résistance. Ici, à Abobo, ils s'en sont pris à une mosquée et aux habitants musulmans de cette partie de la capitale. Avec la complicité apparente des forces de l'ordre, ils ont lancé plusieurs assauts sur cette petite communauté. C'était la chasse contre les jeunes de la communauté musulmane. Alors les gars, ils ont tenté vraiment incendier la mosquée. Bon, maintenant, c'est là vraiment nous sommes interposés. Les partis d'opposition semblent déterminés à ne plus subir sans réagir la loi des jeunes patriotes. Au Rassemblement des Républicains, le parti d'Alassane Ouattara, un service d'ordre a été organisé pour rendre coup pour coup aux provocations des partisans du président Gbagbo. Il y a une haine tribale qu'on développe, une haine donc qui véhicule donc la xénophobie et une haine qui tend à faire en sorte que la religion de l'autre ne soit pas donc la bonne. Donc c'est tout cela que nous dénonçons. Le Conseil de sécurité vient de prolonger le mandat des casques bleus de l'ONU et des soldats français de la Force Licorne jusqu'au 15 décembre. En revanche, malgré les menaces réitérées, aucune sanction contre les proches du président Gbagbo n'a été annoncée. La population d'Abidjan reste pourtant suspendue à cette décision. 20 000, 25 000, 30 000, peut-être même 40 000. Personne ne peut donner le nombre exact des jeunes Ivoiriens qui ont décidé de rejoindre l'armée ivoirienne pour la libération de la Côte d'Ivoire. Cela suite à l'appel du général Charles Blé Goudé demandant à la jeunesse ivoirienne de se faire enrôler pour défendre la mère patrie, la Côte d'Ivoire. Et ces jeunes Ivoiriens sont venus de plusieurs communes du district d'Abidjan et même des communes environnantes. Ils sont à l'état-major des armées depuis dimanche pour certains et d'autres depuis samedi. Une fois à l'état-major des armées, ils n'ont fait que scander. On veut des calaches, on veut des grenades, on veut des chars pour défendre ce que nos ancêtres nous ont laissé, la Côte d'Ivoire. Je faisais la couture. Mais couture là ne peut pas libérer mon pays. Donc il a laissé la couture. Je vais être militaire pour libérer mon pays. Et quand les corps habillés attrapent les calaches là, je vois. Mais je n'ai pas peur de ça. L'amour que j'ai pour mon pays, la Côte d'Ivoire, je ne peux pas rester indifférente. Et j'ai pris la décision de libérer mon pays. C'est pourquoi je suis là. Si j'ai un grand chauffeur, je suis venu, moi je suis venu pour conduire un chat, pour aller combattre Golf Hotel. Voilà, il n'aurait de nous qui sait. Moi là,
Je suis venu pour conduire un chat, pour combattre Golf Hotel. Voilà, c'est fini. Pour la réussite de cette opération d'enrôlement, le ministre Charles Blé Goudé a salué la mobilisation des jeunes Ivoiriens avant de leur demander que la discipline soit au rendez-vous pour la réussite de cette opération. Quand ils sont au front, il faut des gens pour les soutenir. Je vais continuer d'animer les meetings et je pense que quand on voit ces jeunes, j'ai confiance en eux pour faire mordre la poussière à ces Ils sont venus de Yopougon, Trècheville ou Cocody. Tous les quartiers d'Abidjan sont représentés. Ils ont entre 14 et 20 ans. Ce sont les dernières recrues du mouvement des jeunes patriotes de Laurent Gbagbo. Ils sont prêts à tout combattre. Ces jeunes-là, ce sont des volontaires qui aiment leur pays et qui sont prêts à mourir pour le pays. Le colonel Zach Bayou est officier des forces armées ivoiriennes. À 16 heures perdues, c'est lui qui leur inculque la discipline. Mais dans le bâtiment voisin, sous bonne garde de l'armée, le leader historique des jeunes patriotes, c'est lui, Charles Blé Goudé. Je vous félicite et je vous demande de croire en notre victoire. Des gens qui, pendant plus de 10 jours, ont combattu les avions français, les menus, qui ont fait face à face avec les chars français. Vous voulez les effrayer avec les chars sénégalais? Vous voulez les effrayer avec les chars béninois? Vous voulez les effrayer avec des chars nigériens? Un message parfaitement reçu par les troupes fraîches de Blé Goudé. Et nous n'accepterons jamais que quelque force que ce soit vienne nous arracher notre pays. Au risque de notre vie, on n'acceptera même pas une force étrangère. Alors qu'Alassane Ouattara multiplie les appels à la communauté internationale pour une intervention armée de la CEDEAO, le mouvement des jeunes patriotes de Laurent Gbagbo, lui, n'a jamais été aussi mobilisé. Et donc, mesdames et messieurs, il ne faut pas se tromper de combat. Le main nue. Est-ce qu'on peut attaquer un camp de l'ONUSI avec les mains nues? Est-ce qu'on peut attaquer, comme vous avez vu, en demandant des armes, des chars et des grenades? En réalité, c'était du Flactus Voxis, mais la réalité était celle-là. C'est que ces jeunes-là étaient armés, ils étaient conditionnés mentalement, et c'est ce qui a conduit à beaucoup de désordres, à beaucoup de tueries, comme l'article 125, comme les tueries massives à travers les miliciens qui pullulaient dans la zone d'Abidjan, de Yopougon, de presque toutes les localités d'Abidjan. Et ça, Blé Goudé ne peut pas y dégager sa responsabilité, surtout que tout cela se reconnaissait en tant que des jeunes patriotes. Et la vidéo, la dernière, a bien dit que c'était lui, le représentant de ces jeunes patriotes, auprès de l'État de Laurent Gbagbo. Et donc, mesdames et messieurs, vous voilà présenté brièvement pour ceux qui ignoraient encore un peu plus ou moins l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est que Blé Goudé, par un passé pas aussi lointain, s'était donné pour habitude de faire. Ben, il faut dire que l'individu est né le 1er janvier 1972 à Niabrayo. Et ses actions durant la crise politico-militaire de 2004 sont aussi controversées que bizarres et vont le conduire à faire l'objet de sanctions de la part des Nations Unies pour avoir notamment participé à des actes de violence et d'avoir incité à la haine en Côte d'Ivoire. Lors de la crise de 2010 à 2011, il soutient aveuglément et fermement Laurent Gbagbo dans sa forfaiture. Après la cinglante défaite de ce dernier dans les urnes, la Cour pénale internationale va émettre un mandat d'arrêt international à son encontre pour crime contre l'humanité. Il est finalement arrêté en 2013 au Ghana, puis détenu en Côte d'Ivoire à la DST, avant d'être transféré à la CPI, qui va l'acquitter en 2019. Cependant, la justice ivoirienne le condamne dans le même temps à 20 ans de prison. Il rentre en Côte d'Ivoire en novembre 2022. Il faudrait que vous reteniez très bien cette phrase-là, que la justice ivoirienne a condamné Blé Goudé à 20 ans de prison. Parce que c'est ça qui est le mécanisme qui va vous faire comprendre pourquoi Blé Goudé aujourd'hui donne l'impression d'avoir changé. Retenez bien cette partie. Et donc, revenons un peu en arrière pour dire qu'en 2002, Blé Goudé fonde l'Alliance des jeunes patriotes pour le sursaut national. Ce mouvement de jeunes extrêmement violents et extrémisés que vous avez pu voir dans les vidéos.
Et donc, il organisera plusieurs manifestations entre 2002 jusqu'à la fin de leur régime en 2011. Il va organiser de multiples manifestations, généralement extrêmement violentes, pour demander le départ des forces armées non ivoiriennes et, nous dit-on, une certaine indépendance, entre guillemets, économique de la Côte d'Ivoire. Mais d'une manière plus générale, ce mouvement, couramment appelé aussi Jeunes Patriotes, comme vous l'avez entendu dans la vidéo, apporte son soutien à Laurent Gbagbo et joue un rôle important, mais très controversé durant toute la durée de la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire. Le 6 novembre 2004, les forces armées nationales de la Côte d'Ivoire, que l'on appelait les FANCI, vont bombarder les positions françaises et vont tuer 9 soldats français et tuer un civil américain à ce que nous appelions le lycée américain de Bouaké. La France va répliquer en détruisant tous les avions militaires que Laurent Gbagbo possédait à l'époque. Dans la soirée, c'est en novembre 2004, Blé Goudé va faire une apparition sur la RTI et va lancer cet appel suivant contre la présence des Français, mais surtout de toute personne qui ressemblerait aussi aux Français. Si vous êtes en train de manger, arrêtez, vous. Si vous dormez, réveillez-vous. Tous à l'aéroport, au 43e Bima. L'heure est venue de choisir entre mourir dans la honte ou dans la dignité. Et ne vous demandez pas si ça a été un dîner gala. S'en suivront des manifestations extrêmement violentes. Des femmes occidentales se feront violer. Leurs propriétés saccagées. Et plusieurs personnes verraient leur vie complètement détruite. Condamné par l'ONU le 7 février 2006, Blé Goudé sera interdit de voyager et ses avoirs seront gelés car accusé de déclarations publiques répétées préconisant la violence contre les installations et le personnel des Nations Unies, que nous appelions à l'époque l'ONUCI, et contre les étrangers, c'est très important, direction et participation à des actes de violence commis par des milices de rue. En réalité, les jeunes patriotes étaient des miliciens dispersés dans les rues d'Abidjan, y compris des voies de fait, des viols et des exécutions extrajudiciaires. Allez prendre Magui Lotoka, c'est un seul exemple que je vous donne, qui était un des jeunes patriotes. Allez prendre Bob Marley, Ayopougon et autres. Vous allez comprendre. Tous ceux-là qui se disaient jeunes patriotes et qui avaient pour chef Blé Goudé, ne nous demandez pas. Et il ne faut pas qu'on ait honte de rappeler à la mémoire collective le mal qu'ils ont pu faire. Ils vont aussi constamment participer à une violente intimidation du personnel de l'ONU, du groupe de travail international qu'on appelait à l'époque le GTI, mais ils vont aussi traumatiser violemment l'opposition politique, mais surtout aussi la presse indépendante ne va pas connaître un moment de répit. Ils vont même aller jusqu'à faire le sabotage même de la station Radio Internationale et faire obstacle à l'action même du GTI. De l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire et des forces françaises et au processus de paix tel que défini par la résolution 1633 qui a été votée en 2005. À la suite donc des élections de novembre 2010, Blé Goudé, malgré la forfaiture de Laurent Gbagbo qui a créé un gouvernement illégal, illégitime, il va donc nommer Blé Goudé pour son soutien massif dans le sens de la violence. Blé Goudé se voit donc récompensé dans ce gouvernement fictif d'un poste de ministre de la Jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi. Et celui qui va diriger ce gouvernement fantoche s'appelle Gilbert Marie Ngo Ake. Mais ce gouvernement fantoche et loufoque, comme je le disais, parce que conçu dans l'illégalité et sur la base du faux, ne sera donc pas reconnu ni par l'opposition, ni par la communauté internationale tout entière. Et le président Obama va même lancer des appels à Laurent Gbagbo de quitter le pouvoir qu'il veut voler. Parce qu'en réalité, comme je vous le disais, Oulata a déjà dit
qu'en 2000, Laurent Gbagbo n'avait pas gagné les élections et que c'est par la force militaire qu'ils l'ont installé. En 2005, Laurent Gbagbo même sera heureux de dire que la crise a été une bénédiction pour lui et que tant qu'il y aura la crise, lui ne va pas organiser des élections. Et que donc, en voulant lui faire du mal pour l'enlever au pouvoir, on lui a donné 5 ans cadeau. Il va demeurer au pouvoir en 2005. Il va refuser de faire les élections. 2010 arrive, c'est vraiment qu'on lui force la main pour arriver aux élections. Mais comme il ne peut jamais aller à une confrontation, et il sait qu'il ne peut jamais gagner une élection parce qu'en réalité très minoritaire, mais extrêmement violent, il va donc vouloir s'imposer par la violence. Et donc, malgré l'appel d'Obama, malgré l'appel de l'UA, malgré l'appel de toutes les forces qui composent la communauté internationale, Laurent Gbagbo va s'arc-bouter et se prostrer dans une posture de ne pas vouloir accepter la réalité. Et donc, c'est dans ce contexte-là donc que pour faire respecter le droit international, pour ne pas que le gangstérisme en politique puisse prévaloir sur le droit, la déroute des forces pro-Gbagbo après la reprise des combats en mars 2011 et l'approche des forces pro-Ouattara vers Abidjan l'incite à vouloir prendre la fuite vers le Ghana le 12 mars 2011. Et donc le 12 mars 2011, Blé Goudé, quand il a vu que les forces de Laurent Gbagbo vont perdre et que ça ne va plus marcher, il prend la fuite. Le 12 mars, il va pour traverser la frontière pour rentrer. Arrêté par les gendarmes à Boisseau, Blé Goudé est prié par ces derniers de retourner vers la capitale économique afin de poursuivre son combat. Quelques jours après, le 21 mars, il mobilise une foule de jeunes Ivoiriens venus s'enrôler dans les forces pro-Gbagbo. Il organise ensuite une grande manifestation de soutien à Laurent Gbagbo près du palais présidentiel dans la soirée du 26 mars avec un campement sur la place dans la nuit suivante qui rassemble entre 200 000 à 500 000 participants selon les chiffres donnés par l'article que je lis. Après l'assaut des forces armées d'Alassane Ouattara le 11 avril 2011 contre le palais présidentiel tenu par Laurent Gbagbo et ses partisans, Charles Blé Goudé part définitivement en exil. Sous le coup d'un mandat international, il est arrêté le 17 janvier 2013 à Accra. Détenu par la police ghanéenne, puis extradé vers la Côte d'Ivoire dès le lendemain. Le 1er octobre 2013, la Cour pénale internationale annonce avoir émis un mandat d'arrêt à son encontre le 21 décembre 2011. Blé Goudé y est visé pour des crimes contre l'humanité commis entre 2010 et 2011, à savoir des meurtres, des viols et des persécutions. Le 20 mars 2014, le Conseil des ministres de Côte d'Ivoire accepte de remettre Blé Goudé à la CPI. Il y est transféré le 22 mars 2014. Il est le 3e ressortissant ivoirien, après Laurent Gbagbo et son épouse Simone, à être poursuivi par cette juridiction pour les violences meurtrières de la fin 2010, début 2011. Son procès conjoint avec celui de Laurent Gbagbo s'ouvre à La Haye le 28 janvier 2016. Sa durée est estimée à 3 ans minimum. La Chambre est composée de juges Kunota Fisser, le président Olga Herrera Kabossia et de Geoffrey Henderson. Le 23 juillet 2018, la défense de Charles Blé Goudé dépose une demande de non-lieu. Son co-accusé Laurent Gbagbo fait de même. Le 15 janvier 2019, Charles Blé Goudé est acquitté, tout comme Laurent Gbagbo, par la Cour pénale internationale pour insuffisance de preuves. Le lendemain, la CPI suspend sa remise en liberté. Là, nous parlons de Blé Goudé, après un nouvel appel déposé par le procureur. Celui-ci doit être examiné sur le fond par la chambre d'appel le 1er février 2019. Il est alors libéré sous condition et est contraint de rester aux Pays-Bas. En 2019, Blé Goudé fonde un parti politique, lui aussi nommé COJEP, c'est-à-dire Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. Et regardez un peu la similitude Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. Et prenez le PPACI. Et c'est ce que je vous disais. Eux, ils ne peuvent pas concevoir la politique sans tenir compte de l'aspect identitaire.
Et donc, Congrès panafricain, égalité des peuples. Mais la notion de peuple et de panafricain, je vous l'ai bien détaillé hier dans un article du père Alexis Diet pour comprendre qu'en réalité, il parle de tribus, d'ethnies. Il en est élu président lors du premier congrès du parti en août 2019. Le 18 décembre 2019, le procès de Blé Goudé pour des actes de torture, homicide volontaire et viol commis pendant les années 2010 à 2011 se tient devant le tribunal criminel d'Abidjan. Les avocats de Blé Goudé déposent un pourvoi en cassation car Blé Goudé, bloqué aux Pays-Bas en raison de sa liberté conditionnelle, ne peut se défendre en Côte d'Ivoire. Le procès est alors reporté. Mais le procès a toutefois lieu en décembre. Sans la présence des avocats de Blé Goudé, et le 30 décembre, Blé Goudé est condamné régulièrement à 20 ans de prison, 10 ans de privation de ses droits civiques et 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Un mandat d'arrêt est délivré contre lui. Le 6 février 2020, s'ouvre le procès en appel devant la CPI pour une levée partielle des termes de liberté conditionnelle de Blé Goudé. En mai suivant, la CPI lève plusieurs contraintes de liberté conditionnelle de Blé Goudé. En particulier, celui-ci récupère son passeport et la possibilité de sortir de sa commune de résidence. Néanmoins, il doit demander et obtenir l'accord des pays dans lesquels il souhaite se rendre. Le 31 mars 2021, la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale rejette les requêtes de la Chambre d'accusation. Acquittement de Blé Goudé et de Laurent Gbagbo est ainsi confirmé. Les conditions de sa liberté conditionnelle sont aussi révoquées. Blé Goudé demande alors réparation auprès de la CPI pour les 8 années passées en prison ou en liberté conditionnelle. Mais il est débouté en février 2022. D'autre part, il ne peut rentrer en Côte d'Ivoire car les autorités refusent de lui délivrer un passeport. Après les discussions entre Blé Goudé et le chef de cabinet du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire lui délivre un passeport le 30 mai 2022. En octobre 2022, le président Alassane Ouattara donne son accord pour le retour de Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Blé rentre en Côte d'Ivoire le 26 novembre 2022. Fin décembre 2022, il fait une demande d'inscription sur la liste électorale. Peu après, la même demande faite par Laurent Gbagbo. Cette demande est refusée en décembre par la Commission électorale indépendante car Blé Goudé a été condamné en 2019. Il aurait largement profité de sa position privilégiée dans l'entourage de Laurent Gbagbo pour se convertir dans les affaires. En effet, selon des sources diplomatiques françaises révélées à leurs homologues américains, Blé Goudé est devenu un homme d'affaires très prospère avec des intérêts conséquents dans des hôtels, des boîtes de nuit, des restaurants, des stations-service et dans l'immobilier en Côte d'Ivoire. Selon des diplomates américains, le financement de ces activités viendrait intégralement de Laurent Gbagbo et de son entourage. En novembre 2005, si nous revenons un peu en arrière, il dit regretter les exactions contre les Occidentaux et se présente comme un pacifiste en prônant la non-violence et le rejet des armes comme moyen d'accession au pouvoir. Il organise depuis des journées dites pacifiques. À la suite de cela, il sera nommé en avril 2007 ambassadeur de la paix pour le gouvernement de Guillaume Soro dans la perspective d'une réconciliation nationale. Cependant, ce titre, limité aux frontières de la Côte d'Ivoire, est purement factuel et ne s'apparente aucunement aux ambassadeurs de paix de l'ONU. Cette posture, soi-disant pacifiste, est vue selon des diplomates français comme un moyen pour Charles Blé Goudé de bien gérer ses affaires en réalité. Et ce que j'ai dit, la majeure partie du travail a été basée sur ce que nous avons pu récupérer sur Wikipédia. Et vous allez me permettre de mettre le lien ici. Et j'ai ajouté quelques commentaires qui sont les miens. Vous me permettrez de pouvoir... Je vais mettre le lien Wikipédia. C'est ce que j'ai utilisé comme base du travail dans cette section-là. Et donc, je viens de mettre cela. Je demande à tous les jeunes de Côte d'Ivoire qui se sentent aptes, qui sont prêts à mourir pour leur patrie, qui ne supportent plus l'humiliation que subit la Côte d'Ivoire, de se rendre
dès lundi à 7h heure locale GMT à l'état-major pour se faire enrôler dans l'armée afin de libérer la Côte d'Ivoire de ces bandits, a lancé Charles Blé Goudé. Les forces de défense et de sécurité, en abrégé FDS, fidèles à Laurent Gbagbo, affrontent depuis plusieurs semaines à Abidjan des insurgés favorables au président Alassane Ouattara, reconnu président par la communauté internationale. Alors s'installe le spectre de la guerre civile. Ces combats qui s'étendent dans la métropole jusqu'aux abords du plateau, quartier du palais présidentiel, menacent de tourner à la guerre civile, alors que près de 440 personnes ont été tuées dans des violences liées au scrutin de novembre 2010. Est-ce que vous êtes prêts à aller dans l'armée pour servir votre pays? A demandé M. Blé Goudé lors d'un meeting devant plusieurs milliers de partisans dans le quartier de Yopougon, considéré comme un bastion de Laurent Gbagbo. Oui, libérez, libérez, a répondu la foule. Et ce sont ces vidéos-là que j'ai jouées en début. Il a directement mis en cause l'ONU, dont la mission en Côte d'Ivoire, l'ONUCI, est accusée par le camp Gbagbo de soutenir les rebelles pro-Ouattara. Je constate qu'en fait, ce n'est pas Ouattara qui nous mène la guerre, c'est l'ONU, à travers son représentant à Abidjan, Yang Jin Choi, qui nous font cette guerre, a-t-il affirmé au cours d'une brève déclaration. La comédie a trop duré, a encore asséné Charles Blé Goudé, qui fut le fer de lance de manifestations parfois violentes aux heures chaudes de la crise politico-militaire de 2002, visant en particulier les Français. J'ai fait le choix de la résistance aux mains nues. Je suis en train de me rendre compte qu'on veut m'obliger à changer de ligne. On veut m'obliger à faire ce que je n'ai pas envie de faire, a-t-il dit. Entouré de ses principaux lieutenants, ainsi que du chef des miliciens pro-Gbagbo de l'ouest du pays, Mahan Glofier. Dans un communiqué officiel, vendredi, Laurent Gbagbo avait réclamé une plus grande responsabilité et une plus grande collaboration entre les citoyens et les FDS pour que les présences suspectes soient neutralisées. Et là, c'est un article de Jeune Afrique, mais sur le terrain, il y a des gens, parce qu'ils ont pu payer 2 pains à la fois ou quelques pains à la fois, qui se sont fait lyncher. Et ceux qui se souviennent à l'époque, à Abidjan, quand tu payais au-delà du minimum, tu étais soupçonné d'être rebelle et on t'exécutait en même temps. Et ça, Blé Goudé y est pour beaucoup. Parce que ce sont eux, à travers leurs jeunes miliciens, qui ont organisé ça pour commettre ces massacres-là. Je viens de le mettre, le lien Jeune Afrique, qui est là devant tout le monde. Et c'est très important. Et donc, lorsqu'on a pu faire une telle description du passé de l'individu, tout en prenant le soin de vous épargner les chapelets de crimes violents durant tout le régime de Laurent Gbagbo, avec aussi la participation active de Blé Goudé, on peut maintenant se demander, mais après 2010-2011, qu'est-ce que Blé Goudé a fait quand il était en prison? Et l'une des choses marquantes qu'il a pu commettre lorsqu'il était en prison, c'était en 2014, c'est que l'homme avait les informations que la Côte d'Ivoire serait attaquée, les attentats de Grand Bassam, mais il n'a jamais pris le soin d'informer les autorités. Et là, l'ex-chef des jeunes patriotes ivoiriens Charles Blé Goudé, jugé pour crime contre l'humanité devant la CPI, affirme dans son livre paru avoir été le voisin de cellule à Abidjan d'un djihadiste malien qui l'aurait prévenu des attaques en Côte d'Ivoire. Mohamed Abou Mustafa, ou MAM, s'est empressé de me dire qu'il était l'homme à tout faire de Mokhtar Belmokhtar, le patron d'Al-Mourabitoun, une union de factions djihadistes qui sévissait dans le nord du Mali et auteur de plusieurs prises d'otages. Écrit Blé Goudé dans son livre intitulé « De l'enfer je reviendrai », paru aux éditions du Moment selon le site d'information Abidjan. MAM, le djihadiste, un Mauritano-malien, se laisse aller à des confidences sur la planification des attaques sur le territoire ivoirien en représailles aux actions du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, alors président en exercice de la CEDEAO. Tu ne sais pas que c'est Alassane Ouattara
le président, qui a demandé à l'armée française de nous bombarder dans le nord du Mali, alors qu'on avait déjà pris le pays. En tout cas, même s'ils n'ont pas pris, tout le monde est décidé à réaliser l'opération, lit-on dans le livre de Blé Goudé. Ici en Côte d'Ivoire, on a déjà fini nos repérages. Le Pullman Hotel, l'Hôtel Ivoire et Assini, à ces différents endroits, on est sûr d'atteindre nos cibles qui sont les Européens, surtout les Français, et les autorités ivoiriennes, poursuit-il. Le livre de 190 pages, écrit depuis la prison de la Haye, dont il est pensionnaire depuis 2 ans, retrace les 5 mois de la crise post-électorale 2010-2011 qu'a traversé la Côte d'Ivoire suite au refus de Laurent Gbagbo de reconnaître la victoire d'Alassane Ouattara, son adversaire. Et là, pour ceux qui voudraient quand même avoir les preuves de ce que j'affirme, et si vous voulez aussi, vous pouvez lire le livre en question pour vérifier. Mais déjà, je vous mets le lien pour que vous puissiez voir de quoi il est question. Ok, donc je viens de mettre le lien et nous allons donc continuer. Et donc cela nous pose indubitablement à aller dans la suite de notre logique, à nous poser la question, si on a connu Blé Goudé violent dans la FECI, si on l'a connu violent en 1999, si on l'a connu violent durant tout le parcours qu'a duré le pouvoir de Laurent Gbagbo, si on l'a connu violent étant à la Haye, au point d'être incapable d'informer les autorités ivoiriennes et le pays entier qui était sous la menace djihadiste qui va se concrétiser par les attaques de Grand Bassam, est-ce que Blé Goudé a-t-il véritablement changé? Aujourd'hui, nous parlons. Et la question qu'on se pose, qu'il ait changé ou pas, la question que nous nous posons est la suivante. Pourquoi le Blé Goudé donne-t-il aujourd'hui, en 2022, l'impression d'avoir véritablement changé? Et là, ce qui est intéressant ici, toutes les réponses se trouvent dans une des conférences de presse, sinon même la seule qu'il a pu organiser. Blé Goudé a organisé une conférence de presse et c'est là, quand vous lisez bien entre les lignes, vous allez voir si l'homme a véritablement changé ou pas. Et donc, je vais vous mettre le lien pour ceux qui prennent le soin correctement de lire cette conférence de presse-là. Vous trouverez par exemple dans la conférence de presse, il dit ceci. Je reviens comme un acteur politique principal. Je suis Charles Blé Goudé qui cherche à gouverner la Côte d'Ivoire un jour. La Côte d'Ivoire a besoin de moi et j'aimerais participer aux prochaines joutes électorales, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Abidjan. Je crois que c'était le 10. Ça s'est tenu, je ne me souviens plus exactement de la date. La première depuis son retour il y a 6 semaines. Il dit encore, quand je dis que demain je vais diriger la Côte d'Ivoire, je ne plaisante pas, a-t-il poursuivi. Une décision de justice qui lui interdit de se présenter aux élections. Je souhaite que soient annulés les 20 ans de prison contre moi. Je ne sais pas quel rôle je vais jouer en 2025. Je respecte la loi, a-t-il déclaré, en référence à la prochaine élection présidentielle. Et là, ce qui est intéressant, c'est là que vous comprenez les objectifs de l'homme qui veut se camoufler dans un habit d'un prêcheur de paix. En réalité, dans sa conférence de presse, Blé Goudé le dit clairement, je reviens comme un acteur principal dans la politique ivoirienne, mais surtout, il dit à ceux qui sont en train de penser autrement, quand je dis que demain, je vais diriger la Côte d'Ivoire, je ne plaisante pas. Et il va plus loin pour dire, il souhaite donc que soient annulés les 20 ans de prison contre lui. Et donc, pourquoi Blé Goudé aujourd'hui essaie de faire les doux? C'est simplement qu'il demande l'impossible au pouvoir actuel qui a constitué ses avocats pour pouvoir condamner Blé Goudé. Et Blé Goudé leur demande de ravaler leur propre vomissure pour lui le blanchir, pour que lui puisse être président en Côte d'Ivoire. Mais pour réussir à cela, est-ce qu'il peut les obliger par la violence? Non. Et donc, il faut les caresser dans le sens du poil et amener les uns et les autres à s'oublier et à se dire vraiment, comme lui il a changé, on va donc faire du 2 poids 2 mesures.
Parce que les mêmes crimes pèsent aussi sur Laurent Gbagbo. Et donc, pour ceux encore qui auraient des appréhensions, en tout cas pour nous, en réalité, Blé Goudé ne joue pas les enfants de cœur parce qu'il a changé, mais simplement parce qu'il nous donne ses objectifs. Je vais devenir président. Comme je ne peux pas devenir président, ceux qui m'ont condamné, je vais essayer de les amadouer, de les blaguer, comme on appelle, je vais les prendre en gaou coupé. Et puis maintenant, quand ils vont enlever ma condamnation là, je ne sais pas quel rôle je vais jouer en 2025. Il veut dire quoi? On peut interpréter ça diversement. Je peux donner l'impression que je vais m'ajouter au RHDP et puis je vais aller en 2025 et puis au dernier moment là, en même temps, je rase leur tête avec des sons de bouteille. On peut interpréter ça sous ce angle-là. Et le discours politique est très subtil. Je souhaite que ce soit annulé. C'est un message qu'il donne au gouvernement pour dire que je peux être votre allié si vous voulez. Mais est-ce que c'est vrai? Et c'est pourquoi il continue pour dire je respecte la loi. Mais il n'a pas d'autre choix. Parce que physiquement parlant, il n'a pas les moyens de désobéir à la loi. Et donc là, Blé Goudé est conscient de ça. En fait, c'est un homme affaibli qui se retrouve dans un environnement où il n'a d'autre choix que de montrer qu'il a une bonne foi. Mais il va plus loin. Il va plus loin pour dire même que lui est contre le troisième mandat. Au lieu d'avoir l'honnêteté de dire qu'en Côte d'Ivoire, en tout cas selon ce que les juristes nous ont dit, il n'y a pas de troisième mandat en Côte d'Ivoire. Il y a eu un changement de régime. Et donc, nouvelle constitution, nouvelle république. Et donc, Ouattara est à son premier mandat dans la nouvelle république. Mais l'homme laisse la question et il va directement pour conclure que lui est contre le troisième mandat. Mais supposons que ce fut un troisième mandat que Ouattara est en train de faire actuellement. Mais sans ce troisième mandat-là, est-ce que toi, tu aurais pu quitter la CPI? Et donc, même pour être reconnaissant au président Ouattara, l'homme n'est pas capable de le faire. C'est le président du troisième mandat-là. C'est lui qui a permis que tu puisses rentrer en Côte d'Ivoire. Et c'est dans le troisième mandat-là qu'il a fait ça. Et toi, tu dis que c'est humiliant, c'est honteux. Parce que s'il n'y avait pas eu le troisième mandat, il n'y aurait pas eu Blé Goudé libéré, il n'y aurait pas eu Blé Goudé reçu passeport, il n'y aurait pas eu Blé Goudé rentré en Côte d'Ivoire. Et ça aussi, même quand on n'est pas reconnaissant, il faut au moins avoir honte de Dieu et avoir honte en face de sa conscience. C'est vraiment très important. Et ce que je vous dis là, je souhaite que vous écoutiez un peu en vidéo pour pouvoir vous faire votre propre idée. La seule chose que je peux vous dire dans cette salle, c'est que je suis Charles Blé Goudé, président du projet. Je cherche à gouverner la Côte d'Ivoire un jour. Et donc, vous aurez entendu. Et donc, comme il cherche à diriger la Côte d'Ivoire un jour, il faut qu'il fasse semblant pour que les autorités ravalent leur propre vomissure. Sinon, ce n'est pas parce qu'il a changé ou qu'il est tombé amoureux de quoi que ce soit. Le troisième mandat, vous savez, il y a des positions de principe. Je suis contre le troisième mandat. À moins que dans les constitutions d'autres pays, il soit prévu un troisième mandat. Donc, je n'ai pas de problème avec ça. Mais c'est ça qui est la loi fondamentale. Si vous prenez un pays lambda, d'accord, qui prévoit dans sa constitution qu'un président de la République est autorisé à faire autant de mandats qu'il veut. Ça, c'est leur constitution. Je ne dirais pas leur dicter une constitution. Dans mon pays et dans d'autres pays, où c'est prévu 2 mandats, s'il vous plaît, respectez vos mandats et puis allez-y. On peut diriger et puis on s'en va. Et donc, vous aurez vu que Blé Goudé fait même une injure à l'intelligence du président Ouattara. Et ça, je le répète, si Ouattara n'a pas respecté les 2 mandats en Côte d'Ivoire, selon lui son entendement, ben, celui qui viole sa constitution est un antidémocrate. Ça quand même, je crois que la logique simple, je ne parle même pas de la logique compliquée, je parle de la logique simple, c'est-à-dire 1 + 1 font 2. La logique simple voudrait qu'on comprenne le non-dit. Ce message-là, quand on me dit, ça s'adresse à qui? Voilà aujourd'hui Blé Goudé qui fait la morale au président Ouattara pour lui dire actuellement, tu ne devrais pas être là. Tu es en train de violer la constitution, tu t'es imposé. Sinon, tu devrais être en train de partir. Mais c'est intéressant. Mais c'est parce que Ouattara est resté dans cette illégalité-là qu'il a pu, toi, te faire sortir de la haie, aller te donner un passeport pour te faire rentrer et puis tu es venu dire ça devant lui. Ça aussi, là, il faut qu'on puisse te dire ça clairement. Et ce que nous demandons à nos militants, c'est que nous, on va prendre le temps de leur dire clairement les non-dits.
des hommes politiques en Côte d'Ivoire pour essayer de démystifier le message politique et le discours politique pour que les uns et les autres comprennent clairement là où vont les choses. Et donc, en réalité, si on pouvait aller en arrière et que Ouattara n'avait jamais été candidat en 2020, peut-être que toi, Blé Goudé, tu seras encore en prison. Et donc, celui qui a retiré un grand bénéfice du troisième mandat, là, c'est d'abord toi, Blé Goudé. Et ça, il faut être capable de dire merci au président Ouattara d'avoir fait ce troisième mandat-là. Si vous voulez, je dis bien, si vous voulez qu'on le prenne sous ce angle-là, c'est vraiment très important. Et malgré l'ingratitude de l'homme et sa duplicité, sa supercherie, je demande à tous les partisans du président Ouattara, et vous avez vu qu'en début, j'ai joué 2 ou 3 fois l'hymne du RDR pour nous dire que nous, les militants du RDR, n'oublions pas d'où nous venons et restons soudés autour du président au nom de l'idéal du RDR. C'est vraiment important pour nous autres parce que c'est ça le rempart qui va prouver au président que nous sommes encore avec lui. Et donc, nous nous posons la question, quand on regarde l'environnement politique, on nous dit aussi que Blé Goudé est en conflit avec Laurent Gbagbo. On voit ça dans les journaux, on entend ça, on voit les différentes obédiences se battre. On voit le MGC, on voit le PPACI, on voit le COJEP. Mes chers parents, ne vous trompez pas. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Et donc, posons-nous la question simple de savoir, est-ce que Blé Goudé est effectivement en conflit avec le chef du PPACI? Est-ce que leur conflit là, c'est juste une stratégie pour berner le RHDP et les dirigeants actuels du pays? Tout Ivoirien consciencieux devrait être capable de se poser cette question-là. Parce que quand tu te poses cette question, tu peux retrouver les vraies réponses. Et là, avant de pouvoir continuer, vous me permettrez de mettre le lien. Parce que c'est très important. C'est un travail d'analyse que nous faisons. Et donc, il faut mettre tous les liens pour que les uns et les autres puissent vérifier. Là où on a menti en temps réel, quand je vais donner la parole, on dit là, tu as dénaturé ou bien là, tu n'as pas compris. C'est ça qui rend le débat intéressant. Et donc, à cette question-là, chers militants, ne vous trompez pas. Voici ce que Blé Goudé dit. Interrogé sur ses relations avec son ancien mentor Laurent Gbagbo, lui aussi de retour en Côte d'Ivoire depuis juin 2021, Blé Goudé a assuré qu'il n'y avait pas de conflit entre eux. Charles Blé Goudé a lancé en 2015 son propre parti politique, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, en abrégé COJEP. Il n'a pas rejoint le Parti des peuples africains, section Côte d'Ivoire PPACI, la formation par Laurent Gbagbo en 2021. Je suis un garçon libre et je compte le rester. Il n'y a pas de rupture entre Laurent Gbagbo et moi. Ceux qui espèrent un conflit ouvert peuvent revoir leur copie. Ah, chers militants, le lien que j'ai mis là, allez regarder, lisez ce que Blé Goudé dit. Il dit, lui, il est un grand garçon. Personne ne peut le blaguer pour que lui laisse Laurent Gbagbo. Mais quand il parle de rupture, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de cassure entre lui et Laurent Gbagbo. Ça veut dire, il n'y a pas, idéologiquement parlant là, il n'y a aucune brisure, il n'y a aucun lien qui s'est cassé entre lui et Laurent Gbagbo. Mais il va plus loin pour dire que ceux qui espèrent un conflit ouvert peuvent revoir leur copie. Ceux qui pensent que lui, il va combattre Laurent Gbagbo se sont trompés. C'est pourquoi donc, Blé Goudé va soutenir Laurent Gbagbo idéologiquement. Parce que comme je vous l'ai dit, prenez la définition du COJEP et prenez la définition du PPACI. C'est la même définition. Fonctionnement idéologique basé sur les aspects tribaux, les aspects ethniques. Et donc, Blé Goudé et Laurent Gbagbo, quelles que soient les dénominations qu'ils vont donner, on a le FPI, on a le PPACI, on a le MGC, on a le COJEP, on a ceci, cela. En réalité, tout ça, c'est le même parti. Ils se sont dispersés en petits mouvements, pensant qu'eux vont pouvoir tromper la vigilance des dirigeants pour dire que hier, Blé Goudé aujourd'hui, il est très féroce contre Laurent Gbagbo. Mais le même Blé Goudé fait un autre discours pour dire que lui ne va jamais s'opposer à Laurent Gbagbo parce qu'il n'y a pas de rupture entre eux. Et la rupture dont il parle, c'est une rupture idéologique. Et donc, même s'ils se séparent idéologiquement, ils continueront à faire le même boulot.
Parce que prenez Laurent Gbagbo, prenez Blé Goudé, que Laurent Gbagbo a formé, et qu'il dit qu'il n'y a aucune rupture idéologique entre eux. Enlevez l'aspect ethnique et tribal dans leur discours, vous ne retrouvez rien. Ils n'ont pas de fondement politique, si ce n'est que la tribu et peut-être les peuples. Et c'est pourquoi il soutient donc Laurent Gbagbo, contrairement à ce que tout le monde voit. Et pour vous en rendre compte, les événements viennent encore conforter ce que nous pensions. Lorsque 26 militants du PPACI vont organiser de façon sauvage, comme l'a déclaré le porte-parole du gouvernement, j'ai beaucoup aimé ce terme-là, manifestation sauvage, pour se mettre dans les rues à suivre quelqu'un qui va pour répondre devant la justice. Et ces militants-là se font arrêter et seront condamnés à 2 ans de prison. Et bizarrement, qu'est-ce qu'on voit? C'est une déclaration du COJEP qui sort pour dire que des semaines plus tôt, les 26 personnes qui ont été arrêtées le 24 février, là, ils produisent un communiqué pour dire, des semaines plus tôt, après l'arrestation de ces 26-là, eux ne sont pas contents, ils apportent leur soutien à Laurent Gbagbo. Et donc, comme pour montrer que ce qu'il dit idéologiquement, c'est la même chose. Le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples a rendu public un communiqué sur la condamnation des 26 militants du PPACI par la justice ivoirienne. Le parti de Charles Blé Goudé soutient Laurent Gbagbo et ses partisans. C'est écrit clair. Le parti de Charles Blé Goudé, COJEP, soutient PPACI. Et donc, c'est que Blé Goudé vous a dit qu'il n'y a pas de rupture de Laurent Gbagbo là. Voilà ça encore, c'est écrit devant vous. Le parti de Blé Goudé soutient Laurent Gbagbo et ses partisans. Et voici le communiqué. Arrêté le 24 février 2023, lors de l'audition du secrétaire général de leur parti, une trentaine de militants du PPACI avaient été arrêtés et placés sous mandat de dépôt provisoire, puis incarcérés à la Maka le 27 février 2023. Le 9 mars, 26 d'entre eux ont été condamnés à une lourde peine de 24 mois de prison. Et donc, dans la lettre, il profite pour dire que des semaines plus tôt, nous avions enregistré des entraves aux libertés politiques dans les localités de Kani, Tiesso, Morondo et dans la région du Ourodougou. Il veut maintenant dire, tellement ils supportent Laurent Gbagbo, tellement ils sont ensemble, c'est le gouvernement actuel qui crée les conditions d'une violence et d'une privation de liberté en Côte d'Ivoire. Et il rappelle dans le même communiqué que des semaines plus tôt, sous les accusations d'un Stéphane Kipré, qui clamait partout qu'ils ont été empêchés de faire un meeting, Blé Goudé reprend la même réalité. Alors que les officiels sont sortis pour remettre les choses à plat. Que Blé Goudé parte à Kani, qu'il parte à Tiesso, qu'il parte à Morondo ou qu'il parte n'importe où dans le Ourodougou, Stéphane Kipré, lorsqu'il partait dans ces régions, il a dit qu'il y va pour essayer de saluer les chefs religieux et les autorités politiques. C'est ce qui est écrit dans l'ordre de mission. Et les autorités ont librement consenti et ont signé. Comment se fait-il que vous arrivez sur le terrain et vous voulez faire le contraire de ce que vous avez dit? Voilà ce qui s'est passé. Et les gens leur ont rappelé que non, ce pourquoi vous êtes venus, c'est ce que vous devriez faire. Et non, ont improvisé. Les gens les ont plutôt rappelé sagement que la Côte d'Ivoire du désordre, c'est terminé. Mais de là à prendre les événements pour venir les travestir en disant que des semaines plus tôt, nous avons enregistré des entraves aux libertés politiques. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui t'empêche d'exercer ton droit politique, c'est une personne antidémocrate. Et donc, on traite ici le gouvernement actuel de gouvernement antidémocrate. Et ça, c'est de la pure malhonnêteté politique. Et c'est la marque déposée du FPI. Et il faut souffrir de l'accepter. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le climat sociopolitique devient de plus en plus tendu. Et là encore, dans le même communiqué, il rappelle que le climat social devient de plus en plus tendu. Mais il ne nous dit pas qui rend cette situation-là tendue et comment ces personnes-là font pour rendre cette situation tendue. Bizarrement, il ne nous dit pas que c'est Odette Lorougnon qui qualifie nos 26
nos 49 soldats de mercenaires qui rendent les propos en traitant cela de mercenaires qui rendent la situation tendue. Ils ne nous rappellent pas les messages de violence du 6 qui va devenir 9, qui rendent la situation tendue. Ils ne nous disent pas, ce sont les appels des jeunes qui se promènent avec des drapeaux russes. Et ça, je l'ai dit, dans l'état actuel, se promener avec un drapeau russe, c'est comme si tu prenais la croix de Hitler et puis tu te mettais dans les rues de Paris et puis tu sifflotais et puis tu dis, bon, la vie va bien, il faut continuer. Quand on sait aujourd'hui les intentions manifestement néfastes de la nébuleuse russe. Et ça, pour eux, ce n'est pas une situation qui peut rendre la situation tendue. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas de respect pour les autres. Les gens comme les Blé Goudé, les Laurent Gbagbo, eux là, leur idéologie, leur désir là, une fois qu'eux ils exercent là, toi, ils s'en foutent de toi, ils ne veulent même pas savoir que tu es là, eux ils doivent faire ce qu'ils veulent. Quand eux n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent faire, c'est là maintenant que le pays va mal. Allez demander aux pays qui ont pris les drapeaux russes là, est-ce que les autorités maliennes, la semaine passée, n'ont pas demandé à Alassane Ouattara de lui donner des armes? Assimi, tu n'as pas demandé à Ouattara de te donner armes et puis courant. Tu as voulu cacher, mais on a le doc. Il faut dire aux Russes de t'envoyer des armes. Il faut dire aux Russes de te donner du courant maintenant. Et c'est là qu'on découvre qu'en réalité, ce sont ceux-là qui étaient derrière l'arrestation de nos militaires, les 49. Avec aussi ce qu'on vous avait dit, c'est eux qui étaient en train d'encourager Pulchéri Balé derrière toute cette situation-là. Et donc, Blé Goudé dit que lui, il est d'accord avec ça. Parce que lui, entre lui et Gbagbo, il n'y a pas de rupture. Donc, tout ce que vous voyez, les gens qui crient, qui s'insultent là, ils sont en train de vous perdre votre temps pour vous endormir. Le COJEP et son président Charles Blé Goudé, fermement engagés à faire la paix et la cohésion sociale, une réalité vivante dans notre pays, expriment leurs inquiétudes et leurs inquiétudes face à la dégradation du climat politique. La question que je pose à travers ce communiqué-là, c'est qui dégrade la situation politique en Côte d'Ivoire? Chers tous, prenez les événements les plus récents et dites-nous, quand Odette Lorounion dit que quand le 6 va devenir 9, ça veut dire quoi? Mon frère Marius Koudou qui est là. Si le 6 devient 9 là, ils vont le tuer. Quand le 6 va devenir 9 là, moi qu'on dit je suis plus ivoirien là, on va me tuer. Parce que je suis partisan de Ouattara. Quand le 6 va devenir 9, en réalité, c'est une menace, c'est une invitation à commettre un génocide. N'ayons pas peur des mots, disons-les. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui ne pensent pas comme nous, et tous ceux qui ne sont pas FPI, ou soupçonnés de ne pas être FPI, seront éliminés. C'est ce que ça veut dire. Et donc, les discours de Odette Lorounion, à dire que des soldats qui protègent nuit et jour la Côte d'Ivoire sont des mercenaires, ne gênent pas, ne détériorent pas l'atmosphère. Les discours de Pulchéri Balé ne mettent pas en mal la cohésion sociale. Les discours de Kone Katina ne mettent pas en mal la cohésion sociale. Les discours violents de Damana Picasse ne mettent pas en mal la cohésion sociale et la stabilité du pays. Mais c'est la posture d'un gouvernement responsable qui a permis à ces personnes-là de rentrer, qui a honoré ces personnes en les réintégrant dans l'administration, qui a donné la rente viagère de 2,3 milliards à Laurent Gbagbo, qui a permis à Simone Gbagbo, Alassane Ouattara a mis son pied pour que Simone n'aille pas à la haie. C'est encore le sacrifice des partisans d'Alassane Ouattara qui n'ont même pas pu être remis dans leurs droits. Alassane Ouattara a mis son pied sur ses partisans pour faire tous les plaisirs à ces gens-là. Damana Picasse, quand tu es rentré en Côte d'Ivoire, on nous dit que tu as été amnistié. Mais est-ce qu'un jour tu es passé devant une juridiction pour les crimes que tu as commis? Non. Kone Katina, tu as été amnistié. Est-ce que tu es passé devant une juridiction? Non. Mais tout ça, ce n'est pas suffisant. Parce que ceux qui sont au pouvoir là, eux, ce ne sont pas des hommes. Ceux qui sont au pouvoir là, eux, leurs militants là, eux, on s'en fout de leur avis. Ce ne sont pas des hommes. Puisqu'à votre époque, vous les tuez comme des animaux pour les mettre dans des charniers.
leur avis ne compte pas. Quand vous parlez mal comme Odette parle mal, quand vous parlez mal comme Damana Picasse le fait, quand vous parlez mal comme Kone Katina le fait, quand vous parlez mal comme Odette Lorignon et Pluchéric Balé le font, pour vous, ce n'est même pas des humains et donc ça ne vous intéresse pas. Charles Blé Goudé dit que lui il est d'accord avec ça. Et il va pour nous dire, le COJEP manifeste sa solidarité avec les militants du PPACI nouvellement condamnés et leurs familles biologiques et demande leur libération. Il dit, ce que les gens du PPACI font là, c'est bien. Ce que Odette Lorignon a fait là, c'est bien. Ce que Kone Katina a fait là, c'est bien. Ce que Pluchéric Balé a fait là, c'est bien. Et ce que les jeunes ont fait là, c'est bien. Le gouvernement doit libérer. Et donc voilà, en substance, cette lettre-là, pour ceux qui disent que Blé Goudé, ou bien qui penseraient que Blé Goudé aurait changé, on est en train de vous décortiquer en quelque sorte. La lettre a été écrite le 10 mars 2023 pour COJEP par le docteur Patrice Saraka, secrétaire général et porte-parole de Blé Goudé. Allez reprendre vos annales et vous verrez ça là-bas. Et donc, mesdames et messieurs, la parole n'est pas intéressante dans une seule bouche. Nous allons aller à la conclusion, afin de pouvoir donner la parole à ceux qui voudraient la prendre. Et ma conclusion, elle va se faire de façon pratique. Et je voudrais que les gens écoutent très bien cette conclusion-là, et vous allez comprendre beaucoup de choses. Et donc, on écoute ensemble la conclusion. Ceux qui espèrent un conflit ouvert entre Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo pour avoir une existence politique qui puisse revoir leur copie. La stratégie est très mauvaise. Non. Ce qui s'est passé à Daé, que vous devez savoir, c'est que le président Gbagbo et moi, on est partis en prison et on a été acquittés peu de venus. Voilà ce qui s'est passé à Daé. Ceux qui espèrent un conflit ouvert entre Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo pour avoir une existence politique qui puisse revoir leur copie. La stratégie est très mauvaise. Non. Ce qui s'est passé à Daé, que vous devez savoir, c'est que le président Gbagbo et moi, on est partis en prison et on a été acquittés peu de venus. Voilà ce qui s'est passé à Daé. Ceux qui espèrent un conflit ouvert entre lui, Blé Goudé et Laurent Gbagbo, vous vous êtes trompés. La stratégie est mauvaise, elle ne passera pas. Et il a dit, il n'y a pas de rupture entre eux, c'est la suite logique des choses. Et donc voilà ce qu'ils disent à leurs militants. Si vous avez bien écouté ce que Blé Goudé a dit, il dit, lui et Laurent Gbagbo sont là et ils sont revenus. Dans leur section, que ce soit au COJEP ou au MGC, ou dans n'importe quel groupement de la LMP, si on veut le prendre ainsi, ou même FPI, PPACI, COJEP, c'est la même chose là. Qu'est-ce qu'ils disent à leurs militants? Je reviens dessus et je mets quiconque au défi de venir me dire que c'est faux. Voilà ce qu'ils disent à leurs militants. Si vous cherchez ceux qui ont commis les crimes au sein de votre rang là, demandez, on dit c'est Ouattara qui est l'auteur de tous ces crimes, de tous ces Ivoiriens qui sont morts, de toutes ces femmes ivoiriennes qui sont mortes. On dit c'est Dramane Ouattara de façon indirecte, sans les décès. Voilà pourquoi la CPI a dit ce n'est pas Gbagbo. Il a été acquitté, Blé Goudé a été acquitté de façon officielle. Ce n'est plus une histoire officieuse, c'est une histoire officielle. C'est devenu officiel. Donc ce n'est pas Gbagbo et son petit Blé Goudé. Donc si ce n'est pas Gbagbo et son petit Blé Goudé, c'est qui? C'est Ouattara Alassane. C'est Dramane Alassane Ouattara. Si vous n'avez pas bien entendu, je vais faire jouer les deux vidéos une dernière fois et vous allez écouter. Ceux qui espèrent un conflit ouvert entre Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo pour avoir une existence politique qui puisse revoir leur copie. La stratégie est très mauvaise. Non. Ce qui s'est passé à Daé, que vous devez savoir, c'est que le président Gbagbo et moi, on est partis en prison et on a été acquittés peu de venus. Voilà ce qui s'est passé à Daé. Si vous cherchez ceux qui ont commis les crimes au sein de votre rang là, demandez, on dit c'est Ouattara qui est l'auteur de tous ces crimes, de tous ces Ivoiriens qui sont morts, de toutes ces femmes ivoiriennes qui sont mortes.
On dit c'est Dramane Ouattara de façon indirecte, sans les décès. Voilà pourquoi la CPI a dit ce n'est pas Gbagbo. Il a été acquitté, Blé Goudé a été acquitté de façon officielle. Ce n'est plus une histoire officieuse, c'est une histoire officielle. C'est devenu officiel. Donc ce n'est pas Gbagbo et son petit Blé Goudé. Donc si ce n'est pas Gbagbo et son petit Blé Goudé, c'est qui? C'est Ouattara Alassane. C'est Dramane Alassane Ouattara. Et donc, mesdames et messieurs, je crois que tous ceux qui veulent comprendre, comprendront. Et souvent, on dit que l'eau qui sort de la bouche du poisson est encore la plus fraîche. Et donc, nous allons terminer avec ce conseil du père Alexis Diette, qui nous dit que le statut du crime est la condition de son pardon dans la cité. Et le mot cité, on peut le prendre ici comme pays, si on veut vraiment casser le niveau du discours. On peut se référer à la cité de Platon qu'on appelait en philosophie Callipolis, la cité parfaite. Mais laissons tout ça, on va casser le discours pour que tout le monde comprenne. Ici, il nous dit que dans toute société qui se respecte, le statut du crime et la condition de son pardon dans la cité doivent être revus sous l'angle de l'objectivité. Le crime enferme la cité dans le malheur de l'Hermamès, la répétition fatale du crime. Une société qui ne juge pas ses criminels, un pays qui ne juge pas ses criminels, ce pays-là se condamne à l'Hermamès, c'est un terme philosophique pour parler de répétition fatale du crime. C'est-à-dire, si la Côte d'Ivoire refuse de juger ses criminels et leur faire des faveurs, la Côte d'Ivoire n'aura d'autre choix que de revivre de façon continue et répétée ces mêmes crimes. La cité ne parvient à sortir de ce cercle fatal qu'à une condition: la demande de pardon par les coupables et la sanction judiciaire du crime dans les tribunaux de la cité. Il dit donc, pour sortir de ce cycle infernal et mortifère, pour que le pays puisse réellement retrouver sa stabilité, il dit qu'il n'y a qu'une seule condition. Cette condition-là, c'est la demande de pardon par les coupables. Ce qui suppose donc qu'il y a eu une prise de conscience et que ce pardon-là est vraiment sincère. Et qu'à cette suite-là, l'action judiciaire doit s'opérer dans les tribunaux pour qu'on puisse laisser des traces pour les générations à venir. Et la Côte d'Ivoire n'a pas encore adopté cette méthodologie. On veut nous faire sauter pour tomber à la réconciliation. Or, on ne peut jamais se réconcilier tant qu'il n'y a pas eu la vérité. Et la vérité voudrait que les crimes que j'ai commis, je puisse les assumer, les reconnaître. Comme ce qu'on a vu avec les Gachacha. Comme ce qu'on a vu avec le tribunal spécial au Rwanda. Comme ce qu'on a vu en Bosnie-Herzégovine. Comme ce qu'on a vu en Afrique du Sud. Tribunal vérité, justice, réconciliation. Comme ce qu'on a pu voir dans plusieurs pays pour qu'ils arrivent à ce résultat-là. Et la Côte d'Ivoire ne pourra jamais faire cette exception négative de fisquer, de faire semblant de ruser avec la vérité, de faire semblant de ruser avec la justice et arriver à imposer la paix et la stabilité. Et donc, il faudra que tous ceux qui ont commis des crimes sans distinction puissent passer devant les tribunaux. Et c'est ça qu'on appelle le devoir de mémoire, et ou bien même, si vous voulez, cas de jurisprudence. Dans tous les corps politiques, traditionnels comme modernes, les comités d'éthique et les assemblées populaires posent la reconnaissance de leurs crimes par les coupables comme la condition préalable à leur demande de pardon aux victimes et à leurs éventuelles amnisties. Il dit que ce soit dans nos sociétés traditionnelles au village là, ou bien que ce soit les sociétés modernes comme nous essayons de copier sur l'Occident, il dit l'éthique là, l'éthique voudrait, j'ai déjà expliqué ce que c'est que l'éthique. L'éthique, contrairement à la morale qui est une suggestion, la morale se trouve dans la Bible sous les angles, ou bien dans le Coran, ou bien dans la Bhagavad Gita, ou bien dans les livres religieux. On dit tu ne voleras pas, tu ne feras pas ceci. Ou bien à un enfant, on dit tu ne dois pas voler, tu ne dois pas insulter les adultes. Ça, c'est la morale, c'est une suggestion qu'on fait à quelqu'un pour qu'il puisse trouver sa voie. L'éthique,
c'est la conséquence. Si tu ne vas pas au travail, tu seras renvoyé. Le fait que tu seras renvoyé là, cette conscience de savoir que si je ne vais pas au travail, je serai renvoyé là, c'est ça qu'on appelle l'éthique. Si je commets un crime, on va me juger et je vais payer le prix. On va me juger puis je vais payer les conséquences là. C'est ça qu'on appelle l'éthique. Il dit, Alassane Ouattara et son régime ne pourront pas faire autrement. Dans nos sociétés traditionnelles, là, quand les gens commettaient des crimes, les assemblées populaires posent la reconnaissance de leurs crimes par les coupables comme la condition préalable à leur demande de pardon. On appelait les criminels là. C'est toi qui as volé poulet. C'est toi qui as tué telle personne. Est-ce que tu reconnais les faits? Si tu ne veux pas reconnaître, il n'y a pas de problème. On prend balai, on met en même temps. Ou bien on te fait passer au gopo. Ou bien, selon les sociétés traditionnelles là, il y a d'autres même là, on sait comment on faisait. On te fait jurer. Si tu mens là, tu meurs en même temps. Donc là, tu vas reconnaître ton crime devant tout le monde. Quand tu as reconnu maintenant là, on te dit maintenant, il faut demander pardon. Quand maintenant tu as demandé pardon maintenant, on peut maintenant penser à une éventuelle amnistie. Bon, quelle est la différence entre ce que moi j'ai dit là et puis ce que le père Alexis Diète dit? Dans tous les corps politiques traditionnels comme modernes, les comités d'éthique et les assemblées populaires posent la reconnaissance de leurs crimes par les coupables comme la condition préalable à leur demande de pardon aux victimes et à leur éventuelle amnistie. Mais en français simple, ça veut dire, quand tu commets un crime, que ce soit la société traditionnelle ou même la société moderne d'aujourd'hui, là, il faut d'abord que tu reconnaisses le crime, et puis on va te juger, et puis après on va penser à savoir si on peut t'amnistier ou bien te gracier selon les conditions. Or, en Côte d'Ivoire, les criminels ne veulent pas reconnaître, ne veulent pas du tout reconnaître qu'ils sont criminels. Laurent Gbagbo dit, moi je n'ai commis aucun crime et je ne demanderai pardon à personne. Si ce que je dis est faux, venez dire que c'est faux. Et puisque Laurent Gbagbo ne se dissocie pas de Blé Goudé et que Blé Goudé lui-même ne se dissocie pas de Laurent Gbagbo, en fait, c'est deux personnes qui jouent la même corde. Ah non, toi, tu vas demander pardon, tu fais semblant de demander pardon, mais moi, le vieux père, je reste sur ma position. Là, demain, là, même si après on dit, mais pourquoi toi, tu as changé de parole? Tu dis, non, mais moi, je suis mon vieux père. Voilà leur jeu. Ils sont en train de s'amuser avec l'esprit des gens du RHDP. Mais ce qu'ils oublient, là, c'est que nous, les vrais militants du RDR, RHDP, là, nous, on reste vigilants plus que jamais. Ça, personne ne peut enlever ça dans notre tête. Quand il a lieu, c'est sur cette base que le jugement judiciaire des tribunaux peut accorder aux coupables les circonstances atténuantes. Il dit donc, quand on accepte que le criminel, on le met en face de ses crimes et que lui-même les reconnaisse et qu'il demande pardon, quand on finit ça, c'est là maintenant que les tribunaux peuvent accorder aux coupables des circonstances atténuantes. Et c'est la même chose que Kakabe nous disait la dernière fois dans une de ses vidéos. Et je ne sais pas si je vais retrouver. Il nous disait que l'existence des crimes, malgré que nous soyons dans un environnement de réconciliation, ne peuvent pas exclure la justice. Et j'ai eu à jouer la vidéo ici plusieurs fois. Vous allez me permettre de la retrouver. C'est par cela, effectivement, que nous allons terminer la conclusion du jour pour dire qu'il ne faut pas se laisser distraire. On écoute ici la vidéo. C'est vrai, nous sommes dans un moment de réconciliation. Mais parce qu'on est en temps de réconciliation, à partir du moment où il y a mort d'homme, la justice s'en saisit. C'est vrai, nous sommes dans un moment de réconciliation. Mais parce qu'on est en temps de réconciliation, on ne met pas fin à l'état de droit. Il y a une justice dans ce pays. Il y a eu affrontement. Il y a eu mort d'homme. À partir du moment où il y a mort d'homme, la justice s'en saisit. C'est vrai. Et donc, mesdames et messieurs, c'est ce que la classe éclaireur pro-vérité a toujours demandé. Au lieu de perdre le temps avec des cérémonies à n'en point finir, qui en réalité sont des distractions publiques, faisons comme les autres. Venons à la réalité. Au moins, les modèles qui ont déjà marché sont mieux que ce que nous avons vu depuis lors en Côte d'Ivoire. Allons vers la vérité. Faisons le travail pour que les générations à venir sachent qu'il y a eu du travail de mémoire pour éviter les erreurs du passé. Mesdames et messieurs, nous avons été longs. On n'a pas tout dit et on n'a pas pu tout expliquer. Si ce qu'on a dit, il y a des failles, la voie est complètement libérée
tout le monde peut prendre la parole dans le strict respect et pouvoir donner ses avis ou bien ses expériences pour essayer d'éduquer la population et les générations à venir. Mesdames et messieurs, c'est ce que nous pouvions vous présenter en ce jour, ce 26 mars 2023. Et nous vous disons ceci, merci infiniment de nous avoir suivis. Merci à toutes ces personnes-là qui n'ont pas lésiné sur les moyens pour mettre les cœurs, pour sécuriser l'émission, pour essayer de nous amener à pouvoir faire passer ce direct-là, que ce soit ceux qui ont mis les cœurs, que ce soit ceux qui partagent et qui continuent de partager, que ce soit ceux-mêmes qui mettent les commentaires. Vous êtes tous salués. Merci infiniment à chacun et à chacune.